Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec mon collègue Ker. Bonjour Ker. Bonjour Greg. Alors c'est une vidéo news, mais on va commencer un peu pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu une petite pause. La réponse est simple. On a voulu tenter tout simplement une nouvelle aventure, l'aventure donc sur OnlyFans. Malheureusement, pas du tout. En fait, il y a eu dans ma vie ce qu'on appelle un déménagement. Techniquement, Ker a été un petit peu malade. Tu as eu ce qui s'appelle techniquement une grippe. Ouais. Toi aussi. Enfin bref, on a eu une succession de trucs qui fait que bah voilà, vous avez été très nombreux à nous demander pourquoi on n'était plus là. Est-ce qu'on s'était séparés comme les mecs de Top Gear? Moi, je me suis dit mais ça n'a aucun sens. Greg, lui, il est à Paris, il roule en Uber. Moi, je roule en tracteur. On n'a jamais testé des Audi comme dans Top Gear. Bah ouais. En plus, on s'est pas déchiré tous les deux sur le fait de qui gardait le tracteur après. Exactement. Enfin vraiment, ouais. C'était le décor a beaucoup changé. Oui, alors pour ceux qui se posent la question de vous foutez de nous, le décor en fait, il a été déménagé. Donc là, il y a attendez, je vais vous montrer un truc incroyable. Ça peut se péter la gueule sur nous. Parce que le déménagement n'est pas fini. Ne te blesse pas, ce serait dommage qu'on ait un mois d'absence. Voilà. Donc tout ce que vous voyez, rien n'est contractuel, on peut tout changer. La lumière, les trucs, on avait juste envie de faire une vidéo et Ker m'a dit, écoute, là la Picardie, j'en peux plus, je comprenne rien quand il parle. Non, j'ai jamais dit ça. Enfin, franchement, tout le respect à la Picardie, ma terre natale. Ok. C'est ma comté à moi. Et du coup, au final, il m'a dit, écoute, je peux venir là. J'ai dit, ça tombe bien, tu vas m'aider à faire des cartons. Il m'a dit, franchement, ça, je préférais faire un record. Et du coup, on a fait un record. Au milieu des cartons. Alors, c'est vrai, mon cher Greg, que, on a fait un peu moins de vidéos ces dernières semaines, mais globalement, rien n'a changé, depuis. On a changé d'année, déjà. Oui. Ton t-shirt n'est plus d'actualité. Comment ça? En fait, le joueur 77 des Dallas, oui. Maintenant il s'est blessé. Ouais, tout à fait. Le moral. Et puis après, il a été tradé, il a été échangé contre un autre joueur. Ils ont. Ah, Doncic n'est plus au Mavs. Non. Je suis dégoûté. Tu sais quoi? Il s'est passé de choses. En signe de révolution, je. Cette scène est réalisée sans trucage. Sans trucage. Alors, t'es prêt pour les news? Ça fait une semaine que je le prépare. J'ai un truc en tête. Ah, mais grave. Et j'ai fait vraiment, je me suis préparé physiquement avec un coach sportif pour réaliser la cascade. Là, parce que là, il y a Tom Cruise qui dit, non, regardez, je suis là, les pieds en l'air avec mon avion et tout. Il descend le stade de France et tout, aux Jeux Olympiques. Ok, très bien. Mais moi, là, personne ne m'a félicité. J'espère que dans les commentaires, vous saurez reconnaître une grande cascade quand elle y sera. Je pense que j'ai mis aussi ma pierre à l'édifice pour que les cascadeurs soient reconnus aux Oscars en tant que tels. Si cette scène est encore dans la vidéo finale, c'est que vous savez que Ker a gagné au montage. Donc j'ai eu le final cut. T'as eu le final Ker. Tu seras donc le Zack Snyder de cette vidéo. Tu crois qu'il y aurait une nouvelle version de cette vidéo où en fait on explore plus du coup l'option Cult & Click sur OnlyFans que je ne sais pas. Donc mon cher Ker, j'ai envie de te dire, commençons par ce que tu préfères dans la vie, parce que Ker souvent me dit, écoute, Greg, tu es un de mes meilleurs amis, tu n'es pas mon meilleur ami parce que mon meilleur ami c'est le pognon. Et du coup, tu veux faire le point pognon. Eh ben oui, vous allez voir les amis que le box-office n'a pas réellement commencé son année 2025. Il était un petit peu en pause aussi. Pour l'instant, le plus gros succès de l'année, c'est Dogman, un film d'animation qui a récolté 60 millions de dollars. C'est relativement peu, enfin c'est bien pour lui, mais pour être premier du box-office, c'est quand même pas folichon. En deuxième, on a Den of Thieves Pantera, donc le film avec Gerard Butler et le fils de Ice Cube, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai oublié son nom, mais vous ne m'en voudrez pas. Qui est la suite de Den of Thieves 1. En français, c'est Criminal
Criminal quelque chose, un truc comme ça. La caverne des criminels? Non, pas du tout. Voilà. Dans les films à noter également, il y avait Wolfman, qui est un film d'horreur que je suis allé voir, qui est plutôt sympathique. 30 millions et Compagnon, je ne l'ai pas encore vu, mais qui lui aussi dans le côté horreur avec robots, intelligence artificielle, apparemment serait plutôt pas mal. Mais ça reste des tout petits succès. Il y a que en France où il y a enfin Cocorico, un vrai carton. Ce carton, c'est quoi? C'est les Tuches 5 qui a fait 1 million d'entrées en 6 jours. C'est pas mal. Il faut prendre en compte quand même le fait que les avant-premières sont comptées et que donc c'est un quart qui a été réalisé par les Tuches lors des avant-premières, mais il a déjà dépassé le million. Il y a 2 films quand même que je voulais vous citer. Il y a Better Man qui est sorti, je crois, en fin d'année 2024. Le film avec Robbie Williams, et non pas Robin Williams, parce que je confondais quand la dernière fois que je t'en ai parlé, je dis Robin Williams, je me suis repris parce que bien évidemment que non, malheureusement. Et Robbie Williams en singe, c'est un délire. Il paraît que le film est bon, mais le film ne trouve absolument pas son public aux États-Unis, puisqu'il a réalisé $1 million au box-office pour son lancement. Et le film coûte très cher. Il y a plus de 100 millions sur le truc. Donc voilà, et là, il s'est repris quand même. Et là, au moment où on parle, donc après 3 semaines, il est à $1,9 million aux États-Unis. Les Américains sont contre-fiches de Robbie Williams. Et dernier petit truc sur le box-office, mon cher, que je voulais aborder, c'est le film Flight Risk avec Mark Wahlberg en chauve, qui a fait un démarrage catastrophique aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde sur ce film? Eh ben parce que figure-toi que le réalisateur de ce film, c'est Mel Gibson, qui revenait donc derrière la caméra après avoir fait Tu ne tueras point en 2016. Mel Gibson, qui est dans plein de polémiques ces dernières années, notamment plus récemment, on en parlera peut-être un peu après dans la vidéo. Mais Mel Gibson quand même, c'est Braveheart, c'est La Passion du Christ, c'est Apocalyptico, voilà. Et son nouveau film passe complètement sous le radar. Et il y a La Passion du Christ 2, enfin la suite, ça va pas s'appeler comme ça, je pense, qui a été annoncé, mais aux dernières nouvelles, Mel Gibson a beaucoup de mal à financer le film. Voilà pour le point pognon, très calme, mais là, au moment où on vous parle, et au moment mais il a où l'arme fatale, la suite en prépa, donc. Oui, peut-être aussi, oui. On verra si ça se concrétise. Mais au moment où on vous parle, enfin au moment où vous regardez cette vidéo, je suis clair, je pense, eh ben vous avez peut-être vu un des plus gros cartons de la décennie qui sort là à ce moment-là au cinéma, qui est Captain America Brave New World. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal aussi à y croire. Les estimations ne sont pas terribles. Il serait dans la tranche basse des films Marvel. Alors au-dessus de Marvels et compagnie, mais tranche basse quand même. Donc on verra ce que va donner le nouveau Marvel. En un mot, t'as envie de le voir, oui, non? Oui. Moi, c'est bof. Très, très franchement. Oui, mais je suis curieux. Mais j'y vais un petit peu en me disant que je vais voir un accident, plus qu'en me disant que je vais voir un film super chouette, quoi. On verra. Je peux rebondir sur ça? Tu peux, tant que c'est pas sur moi, tout va bien. Il y a pas de souci. C'est vrai que j'ai pris un peu dans mon poids avec les vacances. 2 petites remarques. La première, c'est que je me rends compte que en fait, le fait qu'on soit tous les deux l'un à côté de l'autre fait que je ne peux pas faire des micro-siestes pendant le point pognon. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième, tu parlais de point pognon français, enfin de box-office français. Okay. Et franchement, je suis très content de ce qu'a pu faire les Français ces derniers temps. Parce que j'ai vu le Comte de Monte Cristo. Je trouve qu'il est moins bien que l'ancienne version de Jean Marais. Et moins bien que le bouquin. Mais c'est un film qui est très solide, très bien joué, pas par tout le monde également, mais au niveau du premier rôle, c'est très très bien tenu. Et franchement, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir de voir un film français. Et j'avais bien aimé le premier des Mousquetaires. Le deuxième, je trouvais pas mal sans plus. Mais globalement, le troisième Mousquetaire, non? Il est un peu oublié. Et Albert, le cinquième. Il est retourné dans les ordres, le troisième. Et donc au final, franchement, très très content que le box-office soit au niveau pour le cinéma. Tu sais quoi? Si les gens ne savent pas de quoi on parle, il y a une vidéo sur la chaîne qui est un bilan de l'année 2024 au niveau pognon.
Ouais. Voilà, donc vous pouvez aller la regarder. Tu m'as dit, je préfère faire cette vidéo que faire t'appeler, je crois, tu m'avais dit. Non, pas du tout. Alors, quelle est ta première news? Fais-nous rêver. Eh ben, en fait, j'ai beaucoup de news, mais qui sont très polémiques, donc on va les faire après. Ouais, cool. Non, on va commencer par ça. C'est chouette. En ce moment, il y en a pas des polémiques, ça, il faut innover. Non, du coup, on va faire tranquille. Alors, il y avait un procès dont on vous a parlé avec Prime Video, qui était attaqué par de nombreux utilisateurs aux États-Unis qui ont fait une class actions. C'est quand plusieurs personnes peuvent faire un procès en même temps et ne payent que du coup un seul procès. Et bien ils du font coup, ça, ils se regroupent en classe pour en parler avec un tableau et tout. À peu près. Okay. Et du coup, le truc, c'est que la class action donc était sur quel sujet? Était sur le fait que les changements des paramètres, le changement d'abonnement sur Amazon Prime Vidéo n'avait pas été clair, qu'il poussait les gens en fait à prendre des modes avec de la publicité ou à ne pas préciser qu'il y aurait des vidéos qui sont payantes sur le site et que tout n'était pas sous abonnement. Eh bien, ce procès où tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dit, ouais, super, comme ça, les plateformes de streaming vont arrêter d'essayer de nous avoir. Et ben, le juge a dit que, en fait, c'était très clairement dit que c'était différent et que, en plus, Amazon avait bien expliqué dans leurs conditions générales, c'est le truc qui fait 8000 pages et ils te disent, t'as 30 secondes, est-ce que t'es OK pour signer ou pas? Et le truc, c'est que, eh bien, pour ces deux raisons, ils ont dit que ils ont débouté la class action. Amazon a gagné. Oh. Et ouais, donc du coup, désolé les potos, mais effectivement, du coup, Amazon et les autres streamers, du coup, vont continuer de pouvoir changer un peu les offres à l'envie. Eh ben. Alors, puisque tu parles de Amazon, c'est quand même pas cool, je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle sur une plateforme. Je peux un peu ensoleiller le quotidien des gens qui nous regardent, ainsi que le tien. Puisque Netflix a annoncé, très content, qu'ils avaient franchi la barre des 300 millions d'abonnés. Une belle hausse. Ça nous touche tous personnellement. Attends. Et ils ont dit donc, eh ben les gars, les 300 millions d'abonnés. Comme c'est grâce à vous tout ça. Et que franchement, vous nous ramenez quand même pas mal de pépettes, eh ben, on va vous faire un cadeau. Ouais! On va augmenter les tarifs. Oh! Et oui. Mais, non, il n'y a pas de mais. Mais, vas-y, annonce. Alors, donc, toutes les formules de Netflix sont concernées, y compris la formule infect avec la publicité, qui va prendre $1 aux US, donc potentiellement €1 en France, on n'a pas encore les tarifs. La standard sans pub prend $1,5 et la super prend $2. Donc vraiment, et alors toujours la même justification, c'est on augmente les tarifs pour vous donner des meilleurs contenus, plus de services, blablabla, mais sortez les violons. Tu ne vois pas le positif. Oui, cela pouvait être $4 et c'est seulement $2. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et ou l'autre positif, c'est on peut aussi résilier Netflix, aller faire autre chose. Se balader dans les bois. C'est pas toujours vrai, ce que tu viens de dire. Parce que par exemple, moi j'ai Netflix avec l'offre Canal. Ah ben là, tu peux pas résilier. Eh ben tu peux pas résilier. Oui, mais on n'est pas concerné. Et tu peux pas résilier pendant 2 ans. Donc mais on n'est pas résilié on n'est pas concerné par le changement. Tu as raison. Soyons contents que ce soit pas eux qui nous résilient. Voilà, tout à fait. Effectivement. Je reparlerai de Canal et de Disney après. Alors, c'était une fausse bonne nouvelle pour ceux qui étaient contents et qui étaient déjà partis klaxonner dans le village. Eh bien du coup la news suivante c'est que du coup eh bien il y a de nouveau une lutte au piratage qui va être présente. Alors il y a plusieurs gros sites qui ont fermé ces derniers temps et de grands acteurs comme Canal+ veulent s'attaquer notamment aux IPTV et à d'autres systèmes de piratage pour dont ils pensent qu'ils sont extrêmement lésés. Et du coup, il va y avoir des nouveaux systèmes, des nouvelles vagues d'anti-piratage qui vont cette fois-ci être sur les DNS. Donc c'est ce système où en fait c'est l'adresse. Votre trafic va sur un serveur qui ensuite va trouver les bonnes adresses sur Internet. Donc les DNS c'est normal, on l'a tous. La question c'est que juste du coup ils avaient déjà bloqué les DNS naturels. Quand on est chez Orange, on passe par le serveur d'Orange. Donc ta box elle a l'adresse du serveur d'Orange. Et donc des petits malins ont changé leur DNS. Et donc en fait visiblement là il va y avoir une course au DNS. C'est-à-dire que les petits fraudeurs vont chercher des nouvelles DNS
Et du coup, le gouvernement va faire fermer les DNS. C'est marrant parce que c'est l'étape d'après. Tu fais fermer les sites, du coup, tu fais fermer les DNS. Je sais pas jusqu'où va aller cette escalade, mais du coup, il continue. Et il y a aussi des amendes qui sont prévues pour les utilisateurs d'IPTV. Et ils vont s'attaquer. Et ils vont du coup s'attaquer dans la foulée au VPN, puisque le VPN est aussi une manière de contourner un petit peu ces protections. Est-ce que NordVPN va se retrouver attaqué, va pouvoir faire moins d'OP avec des influenceurs? Je ne sais pas. Et peut-être avant que nous puissions nous-mêmes nous élever à ce stade de l'OPSP. On nous en a proposé plusieurs fois. Oui, c'est vrai. On a toujours dit non. C'est vrai. Alors, dans la lutte contre le piratage, peut-être une des manières de vraiment lutter efficacement contre le piratage, et là vraiment, je dis ça à tout hasard, mais CF News d'avant, on augmente tous les abonnements, il y a peut-être un truc à creuser dans cette direction-là. Ah, tu fais l'avocat du diable, mon cher Kerr. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, quand Canal a sorti son œuvre des 40 ans en novembre, je crois, on l'a pris tous les deux, c'était une bonne manière de lutter contre le piratage. Une offre qui, bon, était coûteuse, hein, bien évidemment, mais qui propose autant de plateformes dans le lot, c'était très intéressant. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser par là, plutôt que la répression. Écoute, mon cher Kerr, en tout cas, ils sont en train d'essayer de lutter. Le truc, c'est qu'en vrai, ça a toujours existé. Depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a eu Napster, même le Minitel. Donc non, pas le Minitel. Le Minitel où celui-là, je suis pas au courant, mais le truc, c'est que c'est vrai que d'une manière générale, en fait, il y a toujours eu ce combat. C'est le choix à la souris. Est-ce que tu as envie d'enchaîner? Ouais, j'ai une news qui va faire plaisir à Greg et une news qui va mettre le seum à Greg. Tu veux laquelle en premier? Celle qui met le seum. Ah, eh ben, figure-toi. Alors, la news seum, mon cher Greg, je m'excuse d'avance, ok? Il y a, alors, même si du côté de Netflix et du créateur de la série en question, on nous assure que tout était prévu depuis déjà des décennies. Mais, il y a quelques vidéos news, je vous avais parlé de Neil Gaiman, qui est accusé de nombreuses agressions sexuelles. Donc c'est un auteur américain, donc de nombreuses œuvres sont adaptées en série. Et j'avais dit que une de ces séries, qui était actuellement en production chez Netflix, risquait de sauter comme les autres séries sorties des œuvres de Neil Gaiman. Et c'est le cas. The Sandman est annulé par Netflix après donc la diffusion de sa saison 2. La saison 2 sortira, mais ça sera la dernière. Le créateur je l'ai dit, le créateur de Sandman dit non, mais c'était prévu depuis des lustres que la série était en 2 saisons uniquement. Alors c'est étonnant de ne pas l'avoir dit. Netflix a dit pareil, c'était prévu, vous inquiétez pas, aucun lien avec Neil Gaiman, sauf qu'en fait, pareil, il n'avait pas du tout communiqué sur le fait qu'il n'y ait pas de saison 3 pour Sandman. Donc Sandman, c'est une saison 2 qui sortira cette année, et puis après, basta. Je pense que les œuvres de Neil Gaiman ne reviendront pas à l'écran de sitôt. Il y a une grosse série qui était en développement chez Disney qui a été annulée. Pareil du côté de Prime. Donc voilà. Il y avait Goodman sur Prime, et ils ont annulé la dernière saison pour en faire un épisode spécial un peu long pour conclure. Mais voilà. Et alors, maintenant je te fais la news pour te faire plaisir. Tu es prêt? Figure-toi que Legendary et Hasbro sont en train de travailler d'arrache-pied pour adapter à l'écran l'univers de Magic the Gathering. Donc pour l'instant, on ne sait pas de ce qu'il va en être. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une série? Ils réfléchissent beaucoup là-dessus, mais Magic va apparaître à l'écran. Alors pas uniquement en jeu vidéo, parce qu'il y a bien évidemment le jeu vidéo, mais là, ça va être peut-être un anime, peut-être un film animé, peut-être un film tout court, une série. Je ne sais pas, moi. Ça te plaît, ça? Écoute, oui, mais ils ont fait... Il y a eu une news, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, sur le fait qu'il y avait une pléthore de contenu autour de Dungeons and Dragons. Et on a eu le film, effectivement, qui est sorti, le film qui était très sympathique, que je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu. Et il y avait toute une série avec Manganiello, là, je sais pas comment se prononce. Joe Manganiello. J'ai massacré aussi, mais j'ai quand même rajouté son prénom. Non, mais t'as eu le point pour les fois. Et du coup, le truc, c'est que, au final,
tout a été annulé avant même qu'ils aient tourné une image ou un truc. Donc maintenant, j'attends les news quand elles arrivent au moment de la série machin est en tournage, parce que tout ce qu'il y a avant, c'est souvent un peu plus du flan-flan. J'enchaîne ? Ouais, grave. Alors, Enchaîne. vous avez peut-être ou peut-être pas vu qu'il y a eu un petit changement de présidence aux États-Unis. C'est peut-être que c'est une information qui n'a pas été suffisamment relayée. Et ce changement de président américain, eh bien, a généré, en tout cas, est en train de générer un changement qui n'est pas que politique, mais qui est aussi culturel. Pourquoi je parle de culturel ? C'est parce que il y a de nombreux services d'inclusion, les fameux DEI, qui sont là pour valider des projets qui sont à connotation plus qui essayent d'avoir une connotation sociale en plus d'avoir la connotation artistique simple. Et le truc, c'est que Disney, par exemple, était un fer de lance d'essayer d'être le plus inclusif possible. Et là, en fait, de plus en plus de studios sont en train, les uns après les autres, de faire tomber leurs services DEI. Alors l'année dernière déjà, la tech avait commencé à couper, sabrer Microsoft, etc. Les services DEI. Et là, c'est les studios. Donc il y a PBS. McDo, c'est effectivement à l'élection. Il y a PBS donc qui vient d'annoncer qu'ils sabraient leur service DEI. Et au moment où on enregistre la vidéo, c'est Disney qui a effectivement également décidé de changer sa politique d'inclusivité. Alors concrètement, j'ai envie de dire, c'est des trucs qui sont très internes à ces sociétés. C'est des employés, c'est des services qui sont coupés. J'ai envie de dire, ce que ça nous touche. La question, c'est en fait, ça va nous toucher dans les futures œuvres. C'est-à-dire que là, les œuvres qui pouvaient être validées pour certaines raisons ne le seront peut-être plus du tout. C'est-à-dire qu'on risque de passer d'un effet de balancier. C'est pas que les services DEI qui sont supprimés, c'est vraiment l'envie de dire on va faire l'inverse, on retourne à l'inverse. Et c'est vrai que cet effet de balancier là risque d'être très important dans l'autre sens sur les prochaines productions. À voir ce que ça va donner concrètement. Alors, il y a déjà, pardon ? Rien de bien. Bah, on va voir ce que ça va donner. Le truc, c'est que il y a des petites choses. Il y a des mentions sur les films, sur les raisons pour lesquelles le film. Il y a un message d'avertissement sur Disney, etc. Pour l'instant, c'est des choses qui sont complètement mineures. Je pense que eux-mêmes essayent de ne pas donner des raisons à la nouvelle présidence de mettre le focus sur elle, parce que il a l'air de vouloir allumer certaines sociétés. Le truc, c'est que les projets, un film, quand il est en salle, ça fait souvent 3, 4, 5 ans, 6 ans qu'il est en prépa. Donc, en fait, ils ont beau virer un service et vouloir changer de politique interne, les films qui vont sortir cette année, à moins de faire des reshoots en urgence, normalement, ne devraient pas être touchés. Donc, on va être sur un moment qui va être un espèce d'entre-deux assez étrange. Mais là, c'est vraiment un changement. C'est pas qu'une question de politique, c'est vraiment un changement culturel qui s'opère aux États-Unis et qu'on va sans doute voir dans les futures œuvres. Mais il y a des productions qui peuvent s'adapter très vite, puisque Kripke, le showrunner de The Boys, a annoncé que suite à l'élection de Trump, ils allaient modifier certains aspects de la dernière saison de The Boys. Donc pour là, tu parles des s'adoucir probablement vers Trump. Alors là, tu parles des séries, et effectivement, les séries, ça peut être parfois du début de l'année sur la fin d'année, et c'est sûr que les séries ont un rythme d'adaptation qui est beaucoup plus rapide. Quand je parlais de nombreuses années, je parlais des films. Je pense à pas mal de films chez Disney qui du coup vont sortir. On va voir ce qui va se passer. À toi, mon cher Kerr. Bon, et puisqu'on parle de trucs pas cool, je vais aussi faire rapide là-dessus. Vous allez voir sur quelques petites polémiques qui agitent le cinéma. Alors, une info, vous en faites ce que vous voulez. Eux aussi, je pense qu'ils ne savent pas plus là-dessus que nous. Mais Sylvester Stallone, Jon Voight et Mel Gibson ont été nommés par Trump comme ambassadeurs donc à Hollywood. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire, quel va être leur rôle.
On sait pas, et j'ai envie de rajouter, on s'en fout. Deux polémiques que j'avais envie d'évoquer avec vous parce qu'elles ont beaucoup fait parler. Il y en a une qui concerne Blake Lively et Justin Baldoni. Donc Blake Lively, l'actrice, épouse de Ryan Reynolds. Pourquoi je dis qui est son mari, vous allez voir après dans la news. Justin Baldoni, qui est-il? C'est le réalisateur du film Jamais. C'était le truc sur TikTok. Est-ce que comme ils ont des noms qui finissent en i, ils sont amis, tout ça, et puis il y avait des gens qui dansaient. C'était ça la polémique. Non, c'était pas ça. C'était donc Baldoni, c'est le réalisateur du film Jamais plus, qui a été un joli petit succès du début d'année 2024 avec Blake Lively donc en tête d'affiche. Et en fait, Blake Lively poursuit Justin Baldoni pour son comportement inapproprié et du harcèlement. Voilà, on va pas rentrer dans le truc. Voilà, on va laisser faire la justice. Mais voilà, Baldoni est dans la sauce. Et figure-toi que il a donc envoyé avec son avocat une lettre à Marvel et Disney pour se plaindre donc de Deadpool et Wolverine. On va dire mais pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, il estime Justin Baldoni que le personnage ça me fait rire, que le personnage de Nicepool, c'est le gentil Deadpool qui se fait massacrer, mais vraiment massacré en plus dans les pires des... Bref, dans Deadpool et Wolverine, et ben en fait, ça serait une parodie de Justin Baldoni, fait par Ryan Reynolds, donc l'époux de Blake Lively. Se serait vengé dans Deadpool et Wolverine. Alors, je pense objectivement que personne, à part Baldoni, n'avait fait le lien entre lui et Nicepool. Sauf que là, on a un magnifique effet Streisand, puisque comme il en a parlé publiquement dans tous les médias, ça a été repris, etc. Et ben maintenant, moi je vois Nicepool, je vois Baldoni, ça me fait marrer. Donc voilà pour ça. Ça c'était la polémique un peu, on va dire, le drama un peu rigolo avec Deadpool et Wolverine. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est ce qu'aurait subi Blake Lively, bien évidemment, pendant le tournage de Jamais plus. En effet, il ne faut jamais plus qu'il y ait ce genre de comportement mais du coup, un mec qui négatif. s'identifierait à Nicepool aurait un comportement... Enfin, c'est bon, bref. Ouais. C'est un beau boxon. Et l'autre polémique, vous en avez forcément entendu parler, elle concerne Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, très bon film qui est sorti en 2024, film étrange notamment tourné en sorte de comédie musicale qui est nommé absolument partout, notamment aux Oscars pour début mars. Emilia Pérez est nommée film français, nommé donc dans la catégorie meilleur film de l'année. Il y a notamment des prix qui sont promis à Zoé Saldana, qui est fabuleuse dans ce film. Il y a aussi l'actrice. Ils lui ont promis qu'elle continuerait à jouer avec une couleur de peau qui serait ni bleue ni vert et qu'elle aurait le droit d'être elle-même. Mais tu sais qu'elle est excellente dans ce film. Elle chante, elle danse, elle est touchante. Enfin, elle est très très bien. Et il y a aussi Selena Gomez qui est dans le film que je trouve excellente. Selena Gomez, c'est absolument pas une actrice pour qui je donnais du crédit, mais là, forcé de constater que elle a joué dans deux films où je l'ai trouvée excellente. Il y a le premier, c'est Spring Breakers. Et le deuxième, c'est celui-là. Elle est très bien aussi dans la série Only Murders in the Building. Donc, Selena Gomez, c'est une vraie artiste. Et, voilà. Déjà, il n'y avait pas de raison de le remettre en cause, cet aspect-là. Mais le côté un peu starlet, elle a aussi énormément de talent, faut le souligner. Et alors, là où il y a une vraie polémique, c'est autour, donc, de l'actrice principale d'Emilia Pérez, donc celle qui joue Emilia Pérez, l'actrice espagnole Carla Sofia Gascon, qui est donc une actrice transgenre, et qui, au moment de la nomination d'Emilia Pérez aux Oscars, aux Golden Globes et tout, a subi une vague de haine, on va dire, tout à fait classique, malheureusement, très malheureusement en 2025, et même en 2024, parce que elle est trans, tout simplement, voilà. Et en fait, il y a eu une vague contre Emilia Pérez. Emilia Pérez ne doit pas être nommée aux Oscars, etc., etc. Et dans ce marasme-là puant, est sorti des tweets qu'a publié Carla Sofia Gascon il y a quelques années, et qui là, pour le coup, sont tout aussi dramatiques que ce qu'elle a subi, puisque elle tient des propos très injurieux contre l'islam, contre plein d'éléments. Elle est extrêmement
Ouais, elle dit vraiment de la merde. Faut le dire comme les choses comme elles sont. Et du coup, c'est en train de tirer une énorme bastos dans le pied de Emilia Pérez dans la course aux Oscars, au point où Netflix, qui est distributeur du film à l'international, alors peut-être pour la suite pour que ce soit sur la plateforme, a annoncé que l'actrice ne pourrait plus voyager avec l'équipe aux frais de Netflix dans le cadre de la campagne de lobbying pour les Oscars. Elle est mise complètement à l'écart. Alors le film a gagné au Goya, donc qui est l'équivalent des Césars et des Oscars, mais en Espagne. Alors je sais pas si elle était présente, mais tout le casting aussi s'éloigne de Carla Sofia Gascon, pardon, je cherchais le nom. Jacques Audiard a dit qu'il était extrêmement déçu. Zoé Selena Gomez aussi. Zoé Saldana a dit qu'elle était très blessée. Donc il y a un sentiment de trahison. Donc dans cette histoire-là, des attaques qu'a subies avant Carla Sofia Gascon, des propos tenus par Carla Sofia Gascon via différents tweets, et de ce qu'elle subit depuis, puisqu'elle est maintenant menacée de mort. Tout ça est extrêmement puant. Ça n'empêche que le film est très bon et que je vous invite à le regarder, bien sûr. Et puisque je parle des films qui sont présents aux Oscars, je vous conseille chaudement le vainqueur du Critics' Choice Awards de cette année, qui est Anora, avec Mickey Madison, qui est extraordinaire dans ce film. Plus grande performance d'actrice pour moi de l'année, pour Mickey Madison dans Anora. Excellent film. Voilà mon cher Greg. Et maintenant, je pense, globalement, que j'ai fait le tour des trucs pas très cool et qu'on va repartir sur des news youpi. Youpi! Et bah du coup, ma news suivante, mon cher Kerr, c'est Daisy Ridley a donné une interview exclusive, Hollywood Reporter, sur le prochain film Star Wars dans lequel elle va être. Alors le prochain film Star Wars, pour être plus précis, c'est Mando et Grogu. Mais donc, dans les 4 films annoncés, il y a notamment le film de Daisy Ridley qui s'appelle Star Wars, le nouvel ordre Jedi, et qui se passerait 15 ans après la fin de la postologie. Et du coup, on apprend 2 choses. La première, c'est que Daisy Ridley dit qu'elle est très présente, qu'elle a elle est très très, tu sais, involve, elle est très engagée sur cette pré-production. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est que il y a eu un nouveau scénariste qui a été embauché, puisque les 3 derniers n'ont pas réussi à donner un script qui a été validé par Disney et Lucasfilm. Et bien là, ce sera George Nolfi, qui est un des co-auteurs de La Vengeance dans la peau et qui a notamment écrit Ocean's 12. Ouais. Donc un très gros nom des films sans passant plus. Oui, mais au moins c'est la confirmation qu'il continue de travailler sur le film et que ça fait taire les rumeurs d'annulation. Tout à fait. En fait, le truc c'est que pour vous résumer un petit peu ce qu'on pense, ils ont fait une annonce à un moment où ils avaient besoin, Disney, de faire des annonces fortes pour des raisons d'action. Et de bourse, hein, quand je dis d'action. Le deuxième point, c'est qu'on avait fait un petit rétro planning du film et ça tenait pas, puisque le scénariste aurait eu 2 semaines pour livrer une première version du scénario. Donc là, à donner un premier, de dire ah bah non, en fait le premier il est pas bon, on en prend un deuxième et tout. Déjà, il s'offre du temps, puisque ça veut dire que le scénario est toujours en préparation par des gens différents, mais qu'il est toujours travaillé et que ça justifie que donc le film soit reporté. On avait eu des infos que le film serait une potentielle trilogie et alors confirmé pas confirmé, toutes les annonces de Disney, moi je les prends, enfin de Star Wars de Disney, je les prends vraiment avec des grosses pincettes. Moi du coup c'est des pinces du coup. Des grosses pincettes. Oui, c'est des crapinces quoi, comme on dit. Genre les pinces pour le barbecue. Ah c'est vraiment c'est de la belle, c'est pour la côte de bœuf. Ouais. Ok. Oui. Bah celle-là ouais c'est vraiment. Et du coup le truc c'est que je comprends pas, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Disney continue à aller dans la direction de continuer de valider la postologie et de faire la suite. Je ne connais quasiment personne. Il y a des personnes autour de moi qui sont quand même très 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 minoritaires, qui sont, tu vois, ok avec la postologie. Et la postologie, pour encore une fois, je parle de la bulle des personnes autour de moi.
il y a une majorité des gens que ça leur a cassé leur envie de voir la suite de ce que proposait Disney sur la postologie. Ils devraient regarder Skeleton Crew, ça va vraiment les relancer dans Star Wars. Ouais, c'est ça. Donc on est dans une lancée. Enfin, en fait, je comprends pas. Je comprends pas du tout ce move parce que ça va être un film, c'est un Star Wars. Ils vont mettre 250 millions de dollars minimum. Alors, ils devraient les mettre sacrément pour développer l'univers de The Acolyte, par exemple. Non, mais c'est très surprenant. Enfin, vraiment, parce que là, encore une fois, on dirait c'est une série. Ils sont en train de dépenser, 150 000 balles. Allez, Kerr, vas-y avec ton point pognon, tu leur prêtes. mais là, 250 millions de dollars plus la promotion, ça veut dire que c'est un demi-milliard de dollars. Un projet comme ça, faut sacrément être sûr de soi, quoi. Non, mais si ça sort dans quelques années, le film peut faire le milliard. Enfin, on ne sait pas dans quel état sera la planète dans quelques années, dans quel état sera le cinéma dans quelques années. D'ailleurs, je parlais peut-être de Quentin Tarantino après, vous verrez que lui, il pense que ça sera pas terrible dans quelques années. Mais t'as dit les news youpi. Ça a pas l'air youpi. Ah, mais oui, mais c'est difficile de trouver du youpi en ce moment. Là, tu nous as teasé un truc. Genre, les mecs, j'ai que des news. Ouais, je me suis emballé. Je vous en donne une petite. Hein. Tarantino, il pense on meurt. Allez. Non, j'ai pas dit ça. Ça donne. Non, mais je suis en train de regarder mes news après. Il y en a. Ouais. Bon, donc du coup, c'est comme tout ce qui se passe avec Star Wars en ce moment. Je suis en train de me dire, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe coucou, parce que 500 millions de dollars, ils pourraient quand même faire des trucs, quoi. Ils pourraient refaire pas mal de séries, ils pourraient faire des films. Ils pourraient réécrire le rôle de Jude Law dans Skeleton Crew avec autant d'argent. Bon, il faudrait déjà qu'il soit écrit. Mais du coup, ouais, bah écoute, enfin, encore une news et un cycle de news sur Star Wars que je trouve, ils se sont décalés de la réalité et ils sont partis dans une galaxie très 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 lointaine, comme on dit. Ouais. Alors, je vous avais promis, moi, des news youpi. Alors, bon, comme je viens de vous le dire un peu en regardant ce qui arrive là dans mes notes, c'est quand même pas très youpi. Alors, du coup, je vais vous parler d'un truc que j'ai beaucoup aimé en ce début d'année 2025, mon cher Greg, et je vais t'en parler pour une bonne raison. C'est la série The Pitt qui est sortie sur Max. Alors, c'est pas une info. Bah, si, l'info, c'est qu'elle est sortie sur Max. Voilà, vous avez l'info, maintenant, je peux en parler. La série The Pitt, est une série, donc, HBO, The Max et compagnie. Donc, ça, déjà, ça rassure un petit peu, qui est produite par John Wells. John Wells qui était le producteur exécutif d'Urgence et qui a été aussi producteur de À la Maison Blanche, The West Wing, qui est tous les deux notre série préférée. Il a été aussi showrunner des 3 dernières saisons de The West Wing. Donc le mec sait ce qu'il fait avec des séries. C'est pas au-dessus de Cowboy Bebop Netflix. Non, mais arrête de troller sur cette vanne-là, sur cette news-là, puisque elle me tient à cœur et tu le sais très bien. The Pitt, c'est une série avec Noah Whyle qui était John Carter dans Urgence, et c'est une série qui a toute l'ADN d'Urgence. Et là, j'en suis à l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises, et c'est vraiment devenu la série que j'attends le plus chaque semaine et qui me régale d'épisode en épisode avec un format en plus intéressant, puisqu'on a une saison 1 de 15 épisodes et ça correspond à une garde de 15 heures en temps réel, un peu en sauce 24 heures chrono, sauf qu'on n'a pas épisode 1 Jack Bauer qui enlève une bombe atomique, épisode 2 il tue 15 Irakiens, épisode 3 il tue 20 Russes. Est-ce qu'ils vont torturer les malades? Pas du tout. Tu vas parler. Je te mets le truc là pour faire. C'est vrai qu'il y avait eu une grosse polémique autour de 24 et de la torture effectuée par Jack Bauer. Là, cette série, elle est très très réussie. Noah Whyle est excellent. Enfin, vraiment, gros coup de cœur pour cette série. J'en profite également, vu qu'on est dans les petites news, pour vous dire que est sorti sur Netflix le film d'animation The Witcher, le truc des sirènes. Alors, c'est pas le titre complet, c'est juste que là, dans mes notes, c'est écrit tellement petit que je l'ai pas retrouvé. Le truc des sirènes. les sirènes des abysses. Donc c'est dispo. Est-ce que ce niveau professionnel vous avez manqué? Donc c'est de nouveau, c'est dispo sur Netflix. Puisque j'ai parlé de Netflix, là je vais repasser en mode pas youpi, mais tant pis. Canal a modifié ses offres. Et notamment a un peu durci les choses, mais différemment des autres plateformes. Là où les autres plateformes vont me dire donnez-nous plus de pognon.
Canal+ a dit, nous, si vous voulez garder la meilleure des qualités, engagez-vous. Ils augmentent pas les tarifs, mais il faut s'engager. Si vous ne vous engagez pas avec Canal, il faudra vous contenter donc du 1080p, du Dolby 5.1, et on a notamment, et là j'en parlerai un petit peu après, Paramount+ qui sort de certaines offres. Et ça, c'est inquiétant Parce pour la que suite. moi, c'est ça qui m'inquiète un peu avec Canal. Hein. Attends. Parce que tu dis... oui. On l'a vu avec Disney+. Oui, mais quand on s'est engagé dans l'offre des 40 ans, c'était marqué qu'au Disney+, on avait jusqu'en décembre. Mais il y a des gens qui étaient engagés, tu vois. On verra. Il y a des offres Canal où tu étais engagé jusqu'à, tu vois, pour donner un exemple très précis, quelqu'un était engagé jusqu'à mai de l'année prochaine. Enfin oui, c'est ça, de cette année. Et du coup, Disney a disparu de l'offre. Ouais, et le prix n'a pas disparu. Ils ont pas fait. On avait une petite appli de presse. Je sais pas si t'as vu. Elle était incluse dans notre abonnement et elle a sauté également le 1er janvier sans contrepartie. Mais là, bon, c'est juste un engagement pour avoir la meilleure qualité. On va dire, c'est un peu plus un peu moins problématique que écoutez, si vous voulez du 4K, vous rajoutez 3 balles de plus tous les mois et si vous n'êtes pas content, prenez. Moi je dis oui. Oui, mais bon. Et puisque on en vient à Disney+, sachez que alors ça n'est plus 3 € pour le 4K, hein, pas le vrai engagement sans savoir ce qu'on va avoir. On a eu donc Disney+ qui a commencé son année 2025 très fort avec plein d'annonces. Alors ça c'est plutôt du côté business, mais quand même plein de choses. Et au niveau des offres commerciales, on a notamment eu l'offre à 1,99 €. Donc voilà, mais on en parlera dans une autre vidéo. Et puis tiens, je vais me faire une petite dernière news pour vous parler d'un bras de fer qui a eu lieu entre Netflix et Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, qui va réaliser pour Netflix les Chroniques de Narnia, une nouvelle adaptation de Narnia donc, mais cette fois pour Netflix. Et dans ce bras de fer entre Gerwig et Netflix, c'est Greta qui a gagné. Greta, elle voulait que sa nouvelle adaptation de Narnia sorte au cinéma en IMAX. Et Netflix a accepté de sortir donc Narnia au cinéma, en IMAX uniquement, dans 90 pays, pas la France, bien évidemment, avec la chronologie des médias, c'est pas possible. Sinon, ça veut dire que derrière, Netflix ne peut pas diffuser Narnia sur la plateforme comme elle le souhaite. Mais en tout cas, ça peut changer beaucoup de choses. L'annonce, alors même si rien n'a été officiel, la presse américaine, quand elle a évoqué cet accord secret entre Netflix et la diffusion donc, de Narnia en IMAX, a dit que ça pouvait changer énormément de choses dans l'industrie dans les années à venir. Et dernière petite news, et après, promis, c'est à toi. Benedict Cumberbatch a annoncé qu'il ne reviendrait pas en Doctor Strange dans Avengers Doomsday. Or, il faisait partie de la liste des personnages qui revenaient dans la vidéo qu'on avait faite sur le prochain Avengers. Par contre, il a dit qu'il aurait un rôle majeur dans Avengers Secret Wars, donc pas le prochain, mais celui d'après. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, merci mon cher Kerr. Alors, je vais enchaîner 2 news de reboot qui ont l'air de se confirmer. Le premier reboot va te faire très plaisir. Le Buffy. Le deuxième va me faire très plaisir. Alors, c'est la petite maison dans la prairie. Exactement. Celui qui va te faire plaisir, c'est la petite maison dans la prairie qui non, j'ai jamais vu. Qui a l'air. T'as jamais vu la J'ai jamais vu un épisode. Oui, mais pour toi, c'est hyper relou. Tout la, enfin, moi, j'habite ta fenêtre. J'habite déjà dans une petite maison. Salut les Ingalls et tout. Et du coup, le truc, c'est que du coup, la petite maison dans la prairie, effectivement, devrait être en train de se signer du côté de Netflix. Et Sarah Michelle Gellar, qui est quelqu'un dont on n'a pas parlé depuis au moins 20 ans. C'est pas vrai, parce que là, elle est actuellement dans la série Dexter en origine. Et du coup, mais depuis combien de temps on n'avait pas entendu parler d'elle depuis 10 ans, je pense. Elle avait non, elle a refait une série depuis. Ouais, elle a pas marché, mais non, elle fait des trucs. Ça, et donc Sarah, j'étais amoureux d'elle. Sarah Michelle Gellar, et elle est Virginie O'Dwyer et Katie Holmes. Ça fait beaucoup. Et donc du coup le truc c'est que je pensais à autre chose. Le truc c'est que t'es perturbé, hein. Ouais, souvent. En fait, quand tu me donnes des petites comme ça, des petits biscuits de ce qu'il y a dans ta psyché, je suis toujours ok.
c'est un ami, il faut accepter. Et donc le truc c'est que pour revenir à nos moutons, donc il y a Buffy contre les vampires. Sarah Michelle Gellar a dit qu'effectivement. Alors les moutons, ça sera dans la petite maison après, pas oui, dans Buffy. Effectivement, c'est pas dans la bonne série. Et que du coup effectivement c'était en préparation et ce serait une suite. Et alors ça on sait pas justement si c'est une suite ou un. Alors reboot. de ce que j'ai compris, les dernières informations. Ça partirait sur une suite. T'en as parlé d'une suite. C'est cohérent. Et donc effectivement, Kerr, ça a l'air de partir sur pas un reboot, mais donc une suite. C'est ce qui a l'air de se confirmer. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, les vrais fans de Buffy, ce que toi et moi nous ne sommes pas. Bah si, tu rigoles ou quoi? Et non, le mais truc, attends, moi j'étais méga fan de Buffy. Non, attends, il y a les fans qui ont regardé toute la série. Oui. Et il y a les vrais fans qui ont regardé la série et qui sont toujours en train de lire aujourd'hui les comics. Ah ouais, non. De la suite, parce qu'il y a toute une suite, hein. De tout ce qui se passe après, etc. Et visiblement, la suite, c'est un peu compliqué à adapter. Oui. Nous, parce on a que... arrêté, la puberté, c'est le moins derrière nous. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, visiblement, la suite, il y a des voyages dans le temps, il y a pas mal de bordel. Ouais. Tu dis ça, t'en as pas lu un comics, hein. Et pour le coup, moi j'en ai lu un. Pas du tout. Mais moi j'en ai lu un. Et du coup, c'est le retour, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour adapter ça. S'ils adaptent ça, eh ben j'ai envie de dire, on va voir. En tout cas, Buffy contre les vampires fait partie de cette grande catégorie de on vit dans le monde des plateformes qui ont besoin de nous mettre tout ce qui a déjà existé doit devenir une franchise. Et ben Buffy contre les vampires va devenir une franchise. Ouais. Et ce que t'as pas dit, c'est que donc Buffy Summers, Sarah Michelle Gellar va former une nouvelle tueuse de vampires. En tout cas, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Ouais. Voilà. Et ce serait marrant d'avoir. Moi, j'avais bien aimé à l'époque. Mais la saison 2 était excellente. Mais la dernière saison avec Spike, de Angel, la dernière saison de Angel, la série spin-off, était au-dessus de Buffy. La saison était vraiment très 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 réussie. Des personnages principaux qui meurent, des vraies réflexions sur le bien et le mal et tout. Moi, je me souviens avoir vraiment, c'était un spin-off inintéressant sur ses premières saisons. Et la dernière saison de Angels, j'avais été hyper surpris ça explique pourquoi t'as un poster de David Boreanaz juste là. Ouais. C'est celui où il est torse nu, c'est celui de 2007. C'est celui, je vais faire la blague, mais je vais pas la faire, il va pas être content. Mais tu l'as fait toi-même. Est-ce que je peux te faire une news? Et à vous aussi, hein. Petite devinette. Écoute, vas-y, on verra si elle est coupée au montage. Quel est le point commun entre Tom Holland, Matt Damon, John Berthold, Zendaya, Anna Thaoué, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, Samantha Morton qui jouait dans The Walking Dead récemment, Jesse Garcia, Will Yoon Lee, Himesh Patel qui est un des acteurs fétiches de Mike Flanagan et John Leguizamo. Ah, j'ai l'info, je sais. Vas-y, balance. C'est le prochain Nolan. Exactement, c'est le casting complètement dingue du prochain Nolan qui est, à mon avis, son projet le plus ambitieux pour l'instant. Au niveau du budget, au niveau du casting, on est sur quelque chose de maboule. Ce qui est au marrant. niveau du sujet, attends, je vais dire le sujet. Vas-y, pardon. On ne savait pas quel allait être le prochain Nolan. Pendant des mois, on savait qu'il travaillait sur un film mystérieux. Il y avait beaucoup de rumeurs sur un film de SF complètement révolutionnaire. Et en fait, Nolan est en train de faire une adaptation hollywoodienne de l'Odyssée d'Homère, donc les aventures d'Ulysse. Et ça, moi, ça m'ambiance de ouf, parce que j'adore déjà l'Iliade. L'Odyssée un peu moins, mais l'Iliade énormément. Et comment il va faire l'Odyssée en mode sans trucage virtuel, puisque lui, ce qu'il aime bien, c'est des trucages réels. Donc du coup, il va prendre des gens qui ont un seul œil, qui font 8 mètres. Je ne sais pas, mais par contre, et ça va être très intéressant de voir quel rôle vont jouer les différents acteurs. Alors, est-ce que c'est Matt Damon qui va jouer Ulysse? Ça me paraîtrait plus cohérent que Tom Holland. Bon, il va jouer son fils, Tom Holland. Matt Damon, je crois que tu as oublié qu'il est vieux. Bah, Ulysse, il est pas jeune, hein, au retour, c'est c'est entièrement vrai, mais je pense que je pense que maintenant Matt Damon il joue le daron du daron. Bah, il
Il n'y a pas le daron du daron dans Non, mais ça va peut-être être le roi. Robert Pattinson. Non, ça sera pas Pattinson Ulysse puisque Pattinson a été rajouté au casting. Il faudrait, à mon avis, regarder sur qui a été ajouté en premier sur le. C'est pour ça que je dis Matt Damon. C'est comme Matt Damon a été annoncé en premier largement. Après, ensuite, c'est pas décollant, hein. On a eu Tom Holland et Zendaya. Il est quand même. Moi, je le vois plus. Zendaya en Circe. Plausible. Ouais. Samantha Morton en Méduse. Ouais, c'est plausible. Oui, non, mais Charlize Theron tout aussi. est plausible, mais tu pourrais dire Zendaya en Méduse aussi, tu vois. Oui, c'est plausible. Donc ça va. Non, mais là, on fait des théories, mais Mais c'est vrai que étant un grand fan de l'Odyssée, franchement, ça me fait super plaisir de voir Nolan sur le sujet. Et moi, j'aurais aimé qu'il adapte l'Iliade. Et ça va être juste hyper intéressant, quoi. L'Iliade, ça aurait été très bien. Charlize Theron, ça va être une déesse. À chaque fois, il la met. En fait, je l'imagine bien en Méduse. Charlize Theron en Méduse? Ouais. Bah, tu sais, normalement, dans la mythologie, elle devait être stylée et ils l'ont rendue moche. Pas en la maudissant. Donc voilà, pour ça, je vais vous parler d'un truc qui m'a pas fait plaisir. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont validés. Oui, mais là, on a trois hommes. On a Tom Holland, Matt Damon. Ah, on a Bertal. Je me demande si j'en ai pas oublié un. Et Pattinson. Non, je crois que j'ai regardé, j'ai vérifié, il me semble que tout est là. News qui m'a pas fait plaisir, c'est les nominations pour les Razzie Awards, qui est donc l'équivalent des Oscars, mais pour le pire. Alors, ça fait 30 ans que ça existe, ce truc. Bon, tu sais, attends, juste un truc, parce que moi, je suis vraiment très chaud sur Nolan. En fait, je me suis dit la dernière fois, quel film je regardais? Je crois que j'ai un doute. En fait, non, c'était quand on avait fait Gladiator 2. Je m'étais dit après, donc je m'étais fait après Gladiator 2, tu t'es dit que tu voulais voir un bon film. Je me suis dit je me suis dit j'ai envie de me regarder d'autres péplums, et je me suis dit vraiment c'est fou à quel point il y a plus de grands péplums avec vraiment des grands mouvements de foule. Et il y avait une vidéo de Combini dans la vidéothèque avec du coup le réalisateur de Dune, je suis fatigué, merci, Villeneuve, et qui disait que il parlait de Laurence d'Arabie en disant que Laurence d'Arabie l'avait beaucoup influencé pour Dune. Il disait mais en même temps eux avaient des problématiques à gérer qui ont aucun rapport avec eux aujourd'hui, puisque à l'époque ils avaient des centaines de figurants, il fallait dire allez là vous courez par là et il y en a 50 qui sautent par terre parce qu'ils sont morts. Et le truc c'est que c'est vrai que alors je ne sais pas si Nolan va faire un film intimiste, mais c'est un des rares qui a la capacité d'aller chercher un film en disant bah, moi je veux un péplum avec 2000 personnes l'un contre l'autre. Et ça pourrait être hyper kiffant. Imagine, la scène d'ouverture, c'est 3. C'est le sac de 3, la scène d'ouverture. Ça serait dommage de faire ça. Pourquoi? Bah, après, le sac de 3 est pas... Un film américain, ça commence par des explosions dans les 5 premières minutes. Au début... Tu sais que la chute de 3 n'est pas dans l'Iliade. Hein. Ça s'arrête à la mort d'Achille. Justement, c'est après. Ouais. Donc les 5 premières minutes qui pètent, si tu mets 3... Bah après, c'est cohérent. De la même manière que dans Le Seigneur des Anneaux, ça commence par il y a des centaines d'années, il y a eu la guerre contre Sauron et tout. Là, tu peux faire ça parce que sinon tu expliques pas pourquoi est-ce qu'il est en train de rentrer, pourquoi est-ce que les dieux sont fâchés avec lui. C'est exactement donc c'est pas mal à remettre à contextualiser. Mais pas le début. Mais c'est pour ça que moi je continue de penser que j'aurais bien voulu qu'il fasse d'abord l'Iliade et après l'Odyssée. D'abord parce que j'aime vraiment énormément l'Iliade. Oui. Je trouve que le film 3 c'était Wolfgang Peterson, je crois, avec Brad Pitt, était pas complètement loupé. Moi, j'ai bien aimé. C'est un film que j'ai revu. Oui. C'est un film que j'ai revu. Il a plein de défauts. Il est génial parce que au cinéma, moi, je suis allé voir plusieurs fois. Et l'une des raisons qui fait que je suis allé voir plusieurs fois, c'était juste pour la vanne. 2 places pour 3, etc. N'importe quoi. Mais le truc, c'est que non, mais c'est un film que j'ai sans vanne, que j'ai revu à plusieurs reprises, parce que des péplums modernes, il y en a vraiment très peu, et que assez régulièrement, j'ai envie de me regarder des films historiques et tout, et il y en a vraiment pas beaucoup. Alors, excuse-moi, tu voulais enchaîner? Oui, moi je voulais parler des Razzie Awards, donc l'équivalent des Oscars, mais comme je le disais, du pire, qui existe depuis un bail, alors ça, au moins 20 ans.
Facile Erazi, hein. Facile. Et alors c'est vrai que il y a quelques années, ils avaient l'habitude de se moquer de Ben Affleck, etc. Et qu'il y avait eu des années où les Erazi étaient tombés dans le ridicule en nommant des films qui le méritaient pas, en s'acharnant sur certains artistes. Et alors là, bon, moi ils m'ont perdu depuis quelques années maintenant, ça ne m'intéresse plus. Mais alors quand j'ai vu la liste des nommés cette année, je me suis dit bon, ok. En fait, le film qui est en tête des nominations du pire film de l'année, c'est Joker Folie à deux. Alors, je veux bien croire que le film est déçu, je veux bien croire que le film soit particulier, mais enfin, il faut être complètement teubé pour le mettre en pire film de l'année. Là vraiment. Et alors pour le coup, les Razzies en plus font le grand écart puisque Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour Joker en 2020. Et cette fois, il est nommé Razzie du pire acteur. Enfin, Joaquin Phoenix, il est loin d'être mauvais dans Joker Folie à deux. Enfin, ouais, je ne comprends pas du tout ces nominations, ça me gonfle. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que les Razzies resteront pour moi dans la poubelle. Mais c'est un sketch, les Razzies. Oui, c'est devenu un. Oui, mais enfin, c'est une tu blague. Peux le faire de manière plus pertinente. Mais ne t'énerve pas et garde ton micro plus proche. Ça m'énerve. Voilà. Autre truc qui m'énerve, c'est la famille des ronchonchons. Ça m'énerve. C'est une chanson. Autre truc qui m'énerve, les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, nous ont fait une Game of Thrones. En effet, ils ont dit que là, ouais, ils nous ont fait ça. Ils nous ont dit, et vous allez voir pourquoi je parle de Goth. Ils nous ont dit, ouais, la dernière saison de Stranger Things, qui, selon les rumeurs, sera découpée en 2 parties. Ça sera 8 blockbusters à eux tout seuls, parce qu'il y aura 8 épisodes. Faites pas ça, les mecs. On va avoir des exigences de ma boule. Faites votre série, on vous a rien demandé, on a juste envie d'apprécier nos Stranger Things. Arrêtez de nous balancer des déclarations comme ça. Goth l'a fait aussi pour sa dernière saison. On a vu que ça ne s'était pas bien passé. Notamment, c'était le cas pour la bataille de Winterfell. On rappelle qu'ils ont teasé pendant des mois et des mois et des mois la bataille de Winterfell, que moi, je trouve être un excellent épisode. Mais oui, je l'affirme, je redis là, bataille de Winterfell, excellent épisode. Il a des défauts, mais c'est un excellent épisode avec certaines des meilleures scènes de Goth. Mais il y a certaines des trucs qui m'ont le plus fait palme de l'histoire des séries. La scène du Night King, le thème du Night King, Goldé. Goldé. Mais les Dothraki qui vont dans le noir. J'ai dit qu'il y a des énormes la défense et tout. Il y a des défauts, mais ils nous ont tellement ambiancé de toute façon que les mecs auraient pu nous balancer à la tronche le meilleur des caviars. On aurait pu dire, ouais, non. Ouais. Mais non, ils nous ont trop ambiancé. Mais là, ils font pareil. Actuellement, aujourd'hui, l'épisode est encore analysé. C'est sur YouTube. Vous pouvez regarder. Il y a des. Mais oui, l'épisode est encore analysé comme étant une des batailles qui a le moins de sens dans les grandes batailles qui ont été couvertes et tout, et réelles ou irréelles. C'est une des batailles qui montre stratégiquement. Il y a des défauts. C'est le plus le bordel. Il y a des défauts, bien évidemment. Mais l'épisode a énormément de qualité, je trouve, et surtout son final, même si on peut regretter le saut d'Arya. Moi, je trouve que il y a une intensité folle. Bon. Voilà. J'enchaîne? Ouais, vas-y. Alors, après, je ferai une petite news pour vous parler de le reboot de la petite maison après. Donc, j'enchaîne et je vais assez vite puisqu'on est sur la fin de la vidéo. Fox vient d'acheter... Fox Mulder. Il est tard, donc. Du coup, le truc, c'est que Fox vient d'acheter un gros groupement de podcasts. Et c'est Aaron Fox. Et c'est vraiment marrant parce que il y a le podcast audio, c'est un truc. Il y a des décennies maintenant. J'ai l'impression que les gens disent ça va être gros et tout. Et il y a toujours des gros achats de boîtes de podcasts. Est-ce que aux États-Unis ils en sont vraiment à une autre étape que nous? Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais il y a toujours des tentatives, des trucs, des investissements très forts sur du podcast qui me surprennent. Autre news plus importante cette fois-ci, c'est le Blu-ray. Alors là il y a quelques DVD, au-dessus il y a quelques Blu-ray. D'ailleurs j'ai toujours pas retrouvé, je commence un peu à m'inquiéter, mes cartons de Blu-ray et de DVD, mais ce n'est mis dans la voiture. Non mais enfin j'ai quand même bref, c'est pas le sujet. Et donc le truc c'est que j'avais quand même une belle collection de 12 DVD. Et c'était vraiment de beaux DVD. Non, il y a plusieurs cartons. Il y en avait un qui était offert par les émissions Atlas.
Non mais j'ai l'intégrale de Il était une fois la vie. La vie. Et bon, donc pour revenir sur les DVD et les Blu-ray, le truc c'est que aux États-Unis, alors globalement dans le monde, le Blu-ray se vend pas très bien, entre autres à cause des plateformes de streaming. Jusque là, il n'y a pas de surprise. Le truc c'est que du coup, ce qui est assez étonnant, c'est que l'industrie est en train de partir sur le fait de dire bon bah on passe à autre chose. Il y a plusieurs constructeurs qui ont arrêté la production de lecteurs Blu-ray. Donc LG est le dernier qui vient juste d'annoncer qu'il coupe totalement les productions de lecteurs de Blu-ray. Best Buy, une des plus grosses chaînes de magasins américains, l'équivalent ou le grosso merdo de notre Fnac, a annoncé qu'ils arrêtaient la vente de Blu-ray. Il y a une branche de Disney qui était spécialisée, qui était un Disney Club, je sais pas quoi, qui est un truc aux États-Unis, Movie Club, qui était un système donc de location de Blu-ray DVD qui existe depuis 20 ans. C'est coupé. Et le truc, c'est que c'est rentré petit à petit de devenir un marché de niche et de collectionneurs. Le Blu-ray et c'est vraiment très surprenant. C'est vraiment très surprenant. Je trouve, c'est un vrai plaisir que d'avoir sa collection et tout, même si il faut quand même l'avouer, j'ai beau avoir les films là, j'ai tendance à les regarder sur les plateformes de streaming. Mais je fais tout le temps ça. Non mais vraiment. L'autre jour, j'ai regardé Harry Potter sur Max. Et c'est bien après, quelques jours après, je me suis rendu compte que je l'avais en Blu-ray sur mon Harry Potter, très bon exemple. Le truc, c'est que j'ai l'intégrale, je veux me le remater, je le lance sur Max, et j'ai Max avec l'abonnement Canal, qui est donc en HD, et pas en 4K. Et je me dis, mais attends, c'est complètement débile. C'est juste la flemme de sortir le truc et de le mettre devant. Ah, puis les menus et tout, l'intro, c'est trop chiant. C'est trop relou. Mais ils font exprès. Mais 4K. Ils veulent pas qu'on les achète, leur Blu-ray. Non, mais si, ils font exprès. Mais 4K. Et donc le truc, ils sont machiavéliques. Ils sont là en train de dire non mais on va vous mettre la pub pour le FBI qui dit qu'il faut pas pirater alors qu'en fait bah tu l'as acheté ton truc, tu vas pas le pirater, tu l'as acheté. Et en plus après avec des menus qui sont incompréhensibles, faut appuyer sur carré, croix, on dirait un code pour sur GTA avec ta PS5. C'est pas possible de les menus de Blu-ray, moi ça me non mais c'est vrai qu'il y a une lenteur et tout, mais c'est parce que c'est un format de il y a il y a une décennie maintenant le Blu-ray. Ouais. Et du coup que les plus jeunes n'ont pas connu. N'importe quoi. Du coup, enfin, j'ai toujours un goût pour le physique. En plus, pour le collector, le steelbook, les commentaires audio, il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on perd là. Il y a aussi la personnalité. Mais je sais que je te dis souvent ça, parce que vraiment, je t'apprécie. Et donc le truc, c'est que la finalité de cette aventure, c'est que la vague de dire on va essayer de faire des Blu-ray de meilleure qualité avec des collectors, avec des ça c'était cool. Ça m'a amené à acheter des Blu-ray. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais là c'est un peu triste qu'il y ait des fermetures en masse de. Mais tu sais, si tu veux des Blu-ray, tu viens me demander, j'en ai dans la voiture. Tu veux enchaîner ou pas? Ouais, moi j'ai une news fin du monde de Quentin Tarantino. Qui a dit que pour lui l'année 2019 était la dernière année de succès du cinéma en raison donc de l'arrivée des plateformes. Il a dit maintenant c'est quoi le cinéma, un film est diffusé pendant 4 semaines et boum, au bout de sa 2e semaine on peut déjà le regarder sur une plateforme. Je ne me suis pas lancé dans une carrière cinématographique pour ça. Et il parle donc lui de décroissance du cinéma depuis 2019. Il voit pas de sortie positive de tout ça. Quentin Tarantino, qui n'a toujours pas dit si son prochain film allait être le dernier, etc., etc. Il y a toujours du flou autour de Quentin Tarantino. Et puisqu'on parle des plateformes et des plateformes qui vont bien, eh ben Prime Video a décidé de réduire la voilure pour les séries et les films originaux. Alors détends-toi, ils n'ont pas annoncé l'annulation des Anneaux de Pouvoir. Il y a bel et bien la saison 3 qui est toujours en chantier, mais ils vont moins produire de séries originales, moins produire de films originaux. Je croise les doigts pour qu'ils arrêtent de moins produire des films originaux français, parce que c'est vraiment une cata sur Prime, mais sur Netflix c'est pareil aussi. Donc voilà, on va voir ce que factuellement ça va donner du côté de Prime Video, que cette annonce, mais en tout cas c'est une tendance.
Allez, Jean-Qui, il y a eu le Super Bowl il y a juste quasiment au moment où on enregistre. Manchester City qui a gagné. Et du coup, le truc c'est que une palanquée de trailers sont sortis, donc Tous aussi nuls les uns que les autres. ouais, donc du coup il y a eu effectivement le dernier des Thunderbolts. Mais il y a eu toute une palanquée de trailers tout court Ah, on ces voit derniers jours. Sentry dans le trailer des Thunderbolts. Et notamment, il y a Jurassic World Rebirth qui est sorti en trailer. Il y en a eu deux, il y a celui du Super Bowl, mais celui de la semaine juste avant. Et toi, est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a chauffé? Alors non. Et alors surtout, là encore une fois, problème de communication, on repart, on fait table rase de ce qui s'est passé par le passé. On a vraiment compris ce que les fans aiment dans Jurassic Park. On va revenir à la base. Parce que c'est vraiment l'amour du fan qui nous importe le plus. Et au final, ils nous balancent un trailer où on comprend direct qu'en fait, ils n'ont absolument rien compris. Pourquoi? Parce que alors, outre le fait qu'on a l'impression d'avoir déjà tout vu, outre le fait que les effets spéciaux n'ont pas l'air complètement dingues, mais il y a surtout encore, alors c'est pas un hybride parce que ils expliquent que c'est une manipulation, un clonage qui a foiré. Mais on a encore globalement un dinosaure inventé. Et là, en plus, ils l'ont teasé. C'est-à-dire que dans la presse, ça avait fuité et ils étaient trop contents de leur retrouvaille. Ils ont dit, nous, on a fait un T-Rex, les gars, c'est un mélange avec un alien, un xénomorphe d'alien et un rancor de Star Wars, mais ça va être génial. C'est vrai qu'il y a tellement de centaines d'espèces de dinosaures qui ont vécu sur cette planète qu'il faut aller inventer un rancor xénomorphe Rex. Oh là là, quelle bande de blaireaux. Qui est moche. Ah ouais, garçon marine. Moi j'ai une remarque quand même. C'est vraiment. Alors tu disais ce que tu disais. Moi je le comprends comme c'est une incompréhension de la licence, de pourquoi est-ce que les fans. Mais et il y a deux choses que un fan de Jurassic Park ne peut tolérer. Le premier, il y a eu vraiment deux crimes de lèse-majesté, pardon. Le premier, c'est la mort du T-Rex tué par le Spinosaure. On ne tue pas un T-Rex dans Jurassic Park, ce n'est pas possible. Sauf si c'est Alan Grant qui le fait et parce qu'il n'a pas eu le choix. Et le deuxième, c'est on ne fait pas des hybrides. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. L'Indominus était plutôt pas mal. Je croyais que le deuxième non, dire, le 3. On dit pas que Jurassic World est meilleur que Jurassic Park. Ben non, on dit pas ça non plus, mais personne ne va le dire. Et donc du coup, moi juste ma petite idée sur ça, c'est qu'en fait, le film est un film qui est plutôt, qui serait cohérent si on le mettait dans l'univers de du Monstroverse, des Godzilla, des King of Monsters, et en fait le truc c'est que si c'était un des films du Monstroverse, je trouve que ce serait assez légitime, parce que les images que j'ai vues, mais ils ont pas compris que les fans de Jurassic Park, il y en a pas mal qui aiment bien les dinosaures. Un dinosaure n'est pas un monstre. Ce n'est pas Godzilla. Godzilla est une autre variation. Il fait. Et puis tu peux aller chercher d'autres dinosaures. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est vraiment, ils en parlent que comme des monstres, en fait. Et il y a un truc, je pense, qu'ils ont loupé. Il y a une petite subtilité de différence qu'ils n'ont pas. J'enchaîne. Bad Batch sur, donc, de l'univers de la Guerre des Étoiles va avoir un bouquin, un roman, qui va s'appeler Sanctuary. Et ça me permet de dire qu'en ce moment, je suis en train d'audiobooker, le livre de, Darth Plagueis, qui donc n'est pas canon, machin, etc. Et ben c'est super chouette. Je vous conseille l'audiobook de Darth Plagueis, qui était sorti il y a pas si longtemps, je crois. En audiobook, ça fait très longtemps que le livre existait, mais là il est en français et tout, c'est plutôt sympa. Plutôt c'est le chien de Mickey. Tu sais que t'as fait la même vanne à mon fils, et même lui, genre par politesse, il s'est dit est-ce que je dois vraiment me marrer? Oui, mais tu sais, dans les deux qu'il cas, était plus poli que moi, non, parce que lui il a fait genre. Non, mais dans les deux cas, je me suis marré moi, et c'est ce qui compte le plus. Jean-Qui, de plus en plus d'analystes sont en train de faire, enfin de plus en plus d'analystes sont en train d'avoir des analyses de plus en plus poussées sur les estimations de Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot, où quand on écoute Internet, ce film ne va jamais marcher, ça va brûler. Et quelles sont les estimations basées sur combien est-ce qu'ils pensent que le premier week-end va faire? Eh bien, les analystes se mettent d'accord sur une base à peu près de 65 millions de dollars.
Ce qui n'en ferait absolument pas un échec commercial. Il serait pas non plus un énorme box-office. Maléfique, pour info, était à 69 millions. Le Roi Lion était à 192. La Belle et la le Roi Lion de 2019, hein, le live action. La Belle et la Bête live action était à 175 millions de dollars. Donc ça ne ferait pas du tout un des plus gros. Mais en tout cas, ça les mettrait sur une dynamique rentable. On verra si les analystes ont raison ou si c'est Twitter. Les estimations de Captain America Brave New World sont un peu au-dessus de ça. On parle de 70-80, mais aujourd'hui, vu le contexte actuel du cinéma aux États-Unis, démarrer avec 60 millions de dollars, c'est pas catastrophique du tout. Il y a des films qui se prennent bien pire que ça. On enquille Kerry Washington, Steve Young et Ben Affleck sont dans un film Netflix qui va s'appeler Animals, dont l'intrigue est un candidat à la mairie et sa femme voient leur fils kidnappé, entouré de nombreux ennemis. Dans politique personnelle, ils sont contraints de prendre des mesures drastiques pour sauver leur enfant. Voilà, Ben Affleck, on oublie que c'est un bon réalisateur, voire un très bon réalisateur. Et du coup, Netflix, c'est un Il a fait The coup. Town, que j'avais adoré, avec Jeremy Renner notamment. Et ben mon cher Pierre, j'ai fini mes news. Bah moi aussi. Et ben alors c'est fini. Ouais, allez. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, on va pas déménager tous les jours. Moi, je sais que là, le déménagement, j'en ai déjà, j'en peux plus. On est très très content de reprendre. En plus, ça a donné un petit peu l'occasion à Kerr de venir visiter. Moi, je pensais me visiter, mais visiblement, c'est me voler mes DVD. En tout cas, on est très content d'être là. Des bisous à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah non, attends un truc. Merci à tous les tipeurs qui ont donné des tips, qui nous ont permis, parce que là il n'y a pas Daniel, il n'y a personne, donc c'est une session qui va être beaucoup plus lourde en montage et typiquement sans avoir fait de vidéo. Et merci à Edelweiss notamment. Et oui, merci à toi. Cœur sur toi. Cœur sur toi. J'ai dit à Kerr, vas-y, on balance des nudes. Et donc du coup le truc c'est donc merci aux tipeurs parce qu'évidemment pas de vidéo sur YouTube et pourtant des coups merci à eux de soutenir la chaîne, c'est un vrai gros coup de pouce et je crois que j'ai fait trop long, j'ai trop dit. Merci à tous, des bisous et puis on se retrouve peut-être ou pas après le générique. À très vite. Un truc cocasse qui m'est arrivé une fois, je suis allé voir la Star Wars, la menace fantôme, je crois que je te l'avais pas raconté. Et le jour de sa sortie, le film le plus attendu, je suis allé voir à Mers-les-Bas, à séance de 15h le jour de la sortie. Véridique. Hein. Je crois que je te l'avais pas raconté. Et en fait, je suis arrivé genre 1h30 avant. Tout seul, j'ai attendu. Et quand le film a été lancé, donc à 15h, il y avait genre 10 personnes dans la salle. Truc de dingue. Faudrait que je le raconte ça en vidéo.